Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20 h. Vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. J'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous. Ça nous fait le plus grand plaisir pour ce livre d'une importance capitale. Un petit rappel pour ceux qui ont pu nous suivre par le passé, ou en tout cas pour vous donner un petit peu l'historique dans lequel s'inscrit cette série d'émissions, une vingtaine au total. Vous voyez qu'on a déjà lu en lecture active et interactive, comme on l'appelle, toute une série d'ouvrages dont vous avez un petit aperçu sur cet écran: Crépuscule de Juan Branco, du Brexit au gilet jaune, ça c'est le livre Youssef Indy, vous le distinguez en haut de l'écran, le Macron, le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron, le livre de Mark Underweld. Bien sûr, Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial, comme je vous le disais à chaque émission, celui qui nous a certainement le plus marqué. François Boulot, La ligne jaune. Maxime Nicole, Fry Reader, Gilet jaune. Et puis Propaganda, un livre à lire à tout prix, je dirais, pour comprendre à quel point les masses peuvent être aisément manipulables si elles ne sont pas instruites de tous ces moyens de manipulation. Et puis Edward Snowden, Mémoire vive. Donc ça n'est qu'un petit aperçu de tous ces livres auxquels il faut rajouter celui de droite, Dernière sommation. On vous rappelle également l'ouvrage que vous devez lire quoi qu'il arrive de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. On peut dire que Claire Séverac était vraiment un ou une précurseur de tout ce que nous découvrons maintenant avec l'aide de tous les lanceurs d'alerte ou des personnes éveillées, appelez-les comme vous voulez. Alors, dites-moi si vous allez bien sur le chat. Vous êtes 14 à 7 heures, ça fait grand plaisir de voir que nous sommes là, effectivement, pour ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses qui ne paraissaient peut-être pas évidentes au départ, à travers ces deux livres que je vous encourage à lire. La fin du mal de Jérémy Locke, celui-ci, il faudra vous le procurer. On n'a pas de projet pour l'instant de diffusion en direct. Et puis le présent livre qui fait l'objet de ces 20 émissions, The Most Dangerous Superstition, qu'on traduit, je pense, assez facilement par La plus dangereuse superstition, de Larken Rose. Alors cette présentation est en fait, je vous rappelle que pour qu'une lecture soit au mieux profitable, il nous faut les uns et les autres muscler votre attention. Alors pour moi, c'est assez aisé parce que la lecture à haute voix amène automatiquement une forme de concentration. On ne peut pas être ailleurs en lisant à haute voix. C'est la raison pour laquelle vous avez sous les yeux une petite procédure pour muscler, si vous en ressentez le besoin, votre attention, parce que une des expériences les plus révélatrices consiste à choisir 10 lignes d'un livre et puis de le lire une fois des yeux, une fois à voix haute, et puis ensuite de fermer le livre et de restituer ce qui vous revient. Et si vous êtes comme votre serviteur, vous serez peut-être un peu étonné qu'il en revienne aussi peu en nombre de mots par rapport à ce que vous venez de lire. Et puis vous voyez qu'il y a des étapes ultérieures. Alors ici, on va transposer cette lecture à haute voix qui se fait normalement avec un livre papier, évidemment, à cette émission. C'est-à-dire que je vous encourage, au fur et à mesure que vous entendez ce qui est retransmis, eh bien, de poster des mots, des expressions sur le chat. Et puis, je vous encourage, comme c'est indiqué sur la 3e étape actuellement à l'écran, à la fin de cette émission, eh bien, de raconter ce que vous venez d'entendre à quelqu'un de votre entourage. Et puis, dans une 4e étape, eh bien, peut-être discuter
avec cet interlocuteur, ce que vous venez d'entendre. Je vous rappelle qu'on a mis à jour le lien de téléchargement qui est maintenant à nouveau valable 72 heures, c'est-à-dire jusqu'au 6 août à 19 heures. Vous l'avez sous les yeux et pour plus de facilité, comme à chaque fois, eh bien, je vous le reposte directement dans le chat. Faites un copier-coller et puis n'hésitez pas à télécharger ce livre. On en a quand même déjà traduit 89 pages. Donc, vous aurez la possibilité de l'imprimer de chez vous et puis de faire directement cette lecture à haute voix sur la version papier que vous aurez peut-être récupérée ainsi. En tout cas, faites circuler, partagez les amis. Vous savez à quel point c'est important, non seulement pour les algorithmes, mais surtout pour ce qui nous anime les uns et les autres en se retrouvant eh bien maintenant 3 soirs chaque semaine. Alors bonsoir Pascal, merci d'être avec nous, ça nous fait grand plaisir. Et puis, on va se retrouver avec ce sommaire. Alors, je ne vais pas tout relire parce que c'est vrai que plus on avance, plus évidemment, il y a eu des thèmes de traiter. Donc, je vais simplement lire les titres des parties. Vous voyez que ce sommaire comprend, on a démarré ça avec l'émission numéro 1 du 20 juillet, une première partie qui porte en fait le nom du livre lui-même, à savoir la superstition la plus dangereuse. Et puis, on y a consacré, comme vous le voyez, une deuxième émission. Et puis, le début de la troisième, et lors de la troisième émission, donc celle du mardi 25, on a abordé les preuves de l'autorité, Et donc là, on a évoqué un certain nombre de choses. Et puis, vous voyez que dans l'émission du jeudi 27 juillet, donc la numéro 5, on a abordé la troisième partie avec les effets de la superstition qui se décline en une partie 3, à savoir les effets du mythe sur les maîtres, les effets du mythe sur les exécutants. Et puis, dans l'émission de ce mardi-là, 1er août, on a poursuivi avec les expériences de Milgram, toujours dans cette partie 3, comment dirais-je, B, c'est-à-dire les effets du mythe sur les exécutants. Donc, vous voyez qu'on a évoqué les expériences de Milgram ce mardi 1er août. Hier, on a parlé de la diabolisation de la victime, de ce que signifie le badge, de nobles motifs de mauvaises actions, fiers de commettre le mal. Et nous voici arrivés aujourd'hui. Partie 3C, les effets du mythe sur les cibles. Et on va voir qu'il y a plusieurs types d'effets. Bien, les cibles sont le plus souvent fiers d'être volées, fiers d'être contrôlés, ce qui évidemment paraît étrange, dit comme ça. Et puis donc, on va le comprendre en lisant le livre. On va voir que le bien finance le mal, et puis on va voir que creuser sa propre tombe en acceptant effectivement de se soumettre comme des esclaves. Et puis les effets sur les criminels réels, on va voir que ce que prétend apporter l'autorité par l'intermédiaire d'un gouvernement est loin du compte, et on est en droit de se questionner si ce besoin de sécurité qui font que beaucoup d'entre nous cautionnent l'existence même de nos gouvernements est bien au rendez-vous, c'est-à-dire que est-ce que ces gouvernements apportent véritablement ce que beaucoup d'entre nous attendent d'un gouvernement, c'est-à-dire la sécurité. Puis je vous rappelle cette phrase qu'on retrouve dans les conférences de Marc Passio, que ceux qui sont prêts à perdre leur liberté pour avoir la sécurité, vraisemblablement, soit ne méritent ni l'un ni l'autre, soit n'auront ni l'un ni l'autre. Alors les amis, merci d'être là ce jeudi soir 3 août. Il est un peu plus de 20 heures pour le début de cette émission, et sans plus tarder, nous rentrons donc dans la partie 3C, les effets du mythe sur les cibles, avec ce premier aspect qui est pour ces cibles, elles sont fières d'être volées. Alors là, on l'a mis au masculin dans le sommaire, comme vous le voyez, mais enfin, voilà, chaque cible est fière, ou chaque individu qui est une des cibles de ce mythe du gouvernement, eh bien, est fier d'être volé. C'est l'un des résultats les plus étranges de la croyance en l'autorité, et qu'elle amène, donc l'un des résultats les plus étranges de la croyance en l'autorité, c'est-à-dire quelque part en sa nécessité sous forme d'un gouvernement, et qu'elle amène les victimes de l'agression du gouvernement à se sentir obligées d'être victimisées et à se sentir mal si elles évitent de l'être. Le citoyen qui proclame qu'il est fier de payer ses impôts en est un excellent exemple.
Même si l'on croit qu'une partie de ce qu'il remet sert à financer des choses utiles, routes, aide aux pauvres, etc., il est tout de même étrange d'être fier d'avoir été menacé et contraint de financer de telles choses. La fierté d'être un contribuable respectueux de la loi n'est pas le résultat d'avoir aidé les gens, ce que la personne aurait pu faire bien plus efficacement sur une base volontaire. La fierté vient du fait d'avoir fidèlement obéi aux ordres d'une autorité perçue. Par analogie, un homme peut se sentir bien d'avoir donné gratuitement à quelqu'un dans le besoin, mais il ne serait pas fier de se faire voler par un pauvre. La seule situation dans laquelle quelqu'un se vante d'avoir été forcé à faire quelque chose se produit probablement dans le contexte d'une personne qui se croit obligée d'obéir à une autorité perçue. Ayant été formés à considérer l'obéissance comme une vertu, les gens veulent se sentir bien en remettant ce qu'ils gagnent au gouvernement. Ainsi, avec l'aide de la propagande politique, ils s'imaginent que leur contribution aide en fait la société dans son ensemble. Ils parlent comme si payer des impôts signifiait rendre à la société ou investir dans le pays. Une telle rhétorique, aussi courante soit-elle, est logiquement absurde, puisqu'elle implique que chacun des individus qui composent la société et le pays a en quelque sorte une dette envers le groupe dans son ensemble, alors qu'il ne lui est rien dû. Ce que les gens font en réalité lorsqu'ils payent des impôts, c'est donner de l'argent non pas à la société ou au pays, mais aux hommes politiques qui constituent la classe dirigeante pour qu'ils le dépensent à leur guise. Alors c'est vrai que ça fait mal, je suppose, de lire ça, si vous comprenez ce que cela implique. Justement, l'implication, aussi étrange qu'elle soit, est que le peuple peut bénéficier d'un ensemble alors que chacun du peuple, chaque personne du peuple, est volé individuellement. L'idée que le bien commun est mieux servi par les politiciens qui dépensent l'argent de tous que par chaque personne qui dépense son propre argent est pour le moins étrange. Récemment, le mensonge selon lequel les impôts servent le bien commun est devenu de plus en plus transparent, car les gouvernements ont dépensé des sommes astronomiques pour des choses qui servent manifestement l'élite aux dépens de la société et de l'humanité. Je vous renvoie par exemple aux dépenses annuelles que nous coûte Brigitte Macron. Il s'agit notamment de la guerre perpétuelle, des programmes de redistribution directe de plusieurs milliards de dollars au profit des personnes les plus riches du monde, renflouement, et de la prise de contrôle par le gouvernement de divers segments de l'économie, par exemple l'industrie des soins de beauté, entre autres choses. En fait, il n'y a pratiquement rien que les gens moyens puissent soutenir financièrement qui soit moins utile à la société et à l'humanité en général que le fait de payer des impôts. Quelles que soient les choses qu'une personne considère comme utiles, école, route, défense, aide à la patrie, il pourrait tout aussi bien les soutenir sans passer par les politiciens et le gouvernement. Pourtant, de nombreuses personnes se disent fières d'avoir remis le fruit de leur travail à leur maître, d'avoir payé leurs impôts. Pensez à la façon dont serait perçue une personne qui proclamerait fièrement: j'ai menti sur ma déclaration d'impôt, j'ai évité de donner 3 000 $ au gouvernement et j'ai donné ces 3 000 $ à une très bonne association caritative. Nombreux sont ceux qui condamneraient une telle personne pour sa déloyauté criminelle à l'égard de ses maîtres, même si ses actions ont mieux servi l'humanité que le fait de payer des impôts. Cela s'explique par le fait que la fierté exprimée par de nombreuses personnes ne provient pas de l'aide apportée à l'humanité, mais de l'obéissance à l'autorité. Il y a peu de chances, voire aucune, que quelqu'un contribue volontairement à sa propre richesse à tous les programmes et projets financés aujourd'hui par le gouvernement. Et s'il remet de l'argent uniquement parce qu'une loi ou une autre autorité l'y contraint et qu'il exprime ensuite sa fierté de l'avoir fait, il se vante essentiellement d'avoir été dominé de force, précisément de la même manière qu'un esclave endoctriné à fond pourrait être fier de bien servir son maître. Alors dites-moi si ça vous parle tout ça, hein. J'ai guère entendu cette expression de maître pour parler de nos soi-disant élites politiques dans la bouche d'Étienne Chouard. Alors il y en a peut-être d'autres, mais enfin, c'est quand même lui qui en a parlé de manière le plus claire dans une émission devenue historique. Alors j'ai pas en tête la date, le jour et l'heure, etc. Mais c'était très clair, c'était en présence de Jacques Attali, entre autres choses, pour vous mettre sur la piste. Il y a une grande différence entre se sentir bien d'avoir volontairement soutenu une cause louable et
d'être fier d'avoir été subjugué. Au lieu d'être offensé par l'insulte et l'injustice que représente le fait d'être contrôlé et exploité de manière coercitive, en fait, au lieu même de reconnaître qu'il s'agit d'une injustice, de nombreuses victimes de l'oppression gouvernementale éprouvent une profonde loyauté à l'égard de ceux qui les contrôlent. Alors, merci à Pascal et à Va Savoir d'être là. Je vous souhaite effectivement une bonne soirée en notre compagnie. Et puis, merci surtout de vous intéresser, parce que ce qui est important, vous l'avez bien compris, c'est pas votre serviteur et la lecture que je vous fais de ce livre, c'est le contenu du livre. Et en tout cas, c'est mon seul vœu, c'est que vous puissiez en tirer quelque chose pour vous-même. Et si le contenu vous parle, eh bien, d'être à votre tour des enseignants avec votre cercle proche ou moins proche, et évidemment d'aider à cette prise de conscience collective qui paraît être la seule solution véritable à bien des maux. Alors pour cela, chacun l'a bien compris, il faut de la patience, et à l'échelle d'une vie, ça va rarement aussi vite qu'on le voudrait, et c'est là tout l'enjeu, c'est-à-dire de garder son centrage et simplement d'avoir du respect pour soi-même en s'efforçant, dans toute la mesure du possible, d'être en paix avec sa conscience à chaque instant, ce qui, comme on va le voir, peut vous amener à être justement, euh, euh, sensiblement, et plus que ça, critique vis-à-vis des lois qui seraient normalement censées être en phase avec votre conscience. Et on verra que c'est loin d'être le cas, puisque ces lois sont pondues par des hommes politiques qui n'ont pas comme vertu d'avoir a priori plus de sens du bien commun que chacun d'entre nous. Alors parlons maintenant, comme vous le voyez à l'écran, du deuxième paragraphe, à savoir que ces cibles, eh bien, elles sont fières d'être contrôlées. Si un esclave peut être convaincu qu'il doit être esclave, que son asservissement est à la fois correct et légitime, qu'il est la propriété légitime de son maître et qu'il a l'obligation de produire autant que possible pour son maître, alors, regardez la beauté de cette oppression, il n'a pas besoin d'être physiquement opprimé. En d'autres termes, l'asservissement de l'esprit rend l'asservissement du corps inutile. Et c'est exactement ce que fait la croyance en l'autorité. Elle enseigne aux gens qu'il est moralement vertueux qu'ils abandonnent leur temps, leurs efforts et leurs biens, ainsi que leur liberté et le contrôle de leur propre vie à une classe dirigeante. De nombreuses personnes sont fières d'être des contribuables respectueux de la loi, ce qui signifie simplement qu'elles font ce que les politiciens leur disent de faire et qu'elles leur donnent de l'argent. Lorsqu'elles sont confrontées à l'idée qu'il est anormal qu'elles soient privées de force du fruit de leur travail, même si cela se fait légalement, ces personnes défendent souvent avec véhémence ceux qui continuent à les voler, en insistant sur le fait que ce type de vol est essentiel à la civilisation humaine. Bien entendu, ils n'utilisent pas le terme vol pour décrire la situation, bien qu'ils soient parfaitement conscients de ce qui leur serait fait s'ils refusaient de payer. De même, lorsqu'une personne s'oppose au niveau d'imposition ou à tout autre contrôle forcé qui lui est infligé par ceux qui sont au gouvernement, d'autres personnes également opprimées condamneront souvent celui qui s'oppose, lui disant que s'il n'aime pas la façon dont il est traité, il devrait quitter le pays. Le fait de dénigrer une autre victime de la coercition parce qu'elle s'en plaint est un signe certain que cette personne est fière de son propre asservissement. Frédéric Douglass, ancien esclave, a été témoin et a décrit ce phénomène exact parmi ses compagnons d'esclavage, dont beaucoup étaient fiers de travailler dur pour leur maître et de faire fidèlement ce qu'on leur demandait. De leur point de vue, un esclave en fuite était un voleur honteux qui s'était volé lui-même à son maître. Douglass a décrit à quel point de nombreux esclaves étaient endoctrinés au point de croire que leur propre asservissement était juste et justifié. Début de citation. J'ai découvert que pour faire un esclave satisfait, il est nécessaire de faire un esclave irréfléchi. Il faut obscurcir sa vision morale et mentale et, autant que possible, annihiler le pouvoir de la raison. Il doit être capable de ne déceler aucune incohérence dans l'esclavage. Il doit être amené à penser que l'esclavage est juste. Et il ne peut être amené à cela que lorsqu'il cesse d'être un homme.
Fin de citation. Bien que l'esclavage ne soit plus pratiqué ouvertement, la mentalité de soumission loyale demeure. La plupart des gens d'aujourd'hui ne voient aucune incohérence dans le fait de permettre à une classe dirigeante d'extorquer et de contrôler par la force tous les autres, et estiment en fait que cette extorsion et cette oppression sont justes, au point que beaucoup éprouvent une véritable honte s'ils sont pris en train de garder ce qu'ils gagnent et de mener leur propre vie. C'est une chose que d'avoir honte d'avoir été surpris en train de voler, de frauder ou de commettre une agression. Mais c'est une toute autre chose pour quelqu'un d'éprouver de la honte pour avoir fait quelque chose que dans les décrets des politiciens, leurs lois, il aurait considéré comme parfaitement permis. Cette honte ne vient pas de l'immoralité de l'acte lui-même, elle vient seulement de l'immoralité imaginée de désobéir à l'autorité, c'est-à-dire d'enfreindre la loi. Alors dites-moi comment tout ça vous parle, est-ce que ça bouscule vos croyances, vos conceptions? Est-ce que vous aviez toujours pensé comme ce livre, ce qui était évidemment pas mon cas, parce que j'ai trouvé aucun livre à ce jour qui aille aussi loin dans cette force d'analyse de l'endoctrinement dont je suppose que nous sommes très nombreux à être victimes. Et évidemment, j'avais jamais vraiment vu ou entendu les choses sous l'angle dans lequel les décrit l'auteur du livre, qui, je vous le rappelle, est Larken Rose. Alors, on en est toujours dans ce paragraphe qui consiste à être fier d'être contrôlé, hein, et qui décrit les effets du mythe sur les cibles que potentiellement nous sommes. Lorsque, par exemple, le citoyen moyen est pris en train de tricher sur ses impôts, de ne pas avoir de vignette d'immatriculation sur sa voiture, hein, je vous renvoie à Alice de la chaîne Pourquoi pas, qui, si j'ai bien compris, a subi 10 mois d'emprisonnement pour ne pas avoir accepté de mettre une plaque d'immatriculation en bonne et due forme, entre autres choses. Donc je reprends. Lorsque par exemple le citoyen moyen est pris en train de tricher sur ses impôts, de ne pas avoir de vignette d'immatriculation sur sa voiture, de fumer de la marijuana ou de faire l'une des 1000 autres choses qui ne constituent pas une agression contre quelqu'un d'autre, mais qui ont néanmoins été déclarées illégales par la classe dirigeante, il éprouve généralement un certain sentiment de culpabilité. Et c'est bien là le problème pour ceux qui ont lu le livre de Wayne Dyer, D-Y-E-R, aujourd'hui décédé, paix à son âme. Le livre s'appelle Vos zones erronées. Il est bien décrit dans cet ouvrage à quel point on peut se retrouver soi-même manipulé par son propre sentiment de culpabilité, ce qui fait qu'on tend une perche toute prête à ceux qui veulent nous manipuler, en les incitant en quelque sorte, puisque ce sentiment d'être coupable, on essaye de l'éviter à tout prix. Eh bien, si ceux qui nous manipulent arrivent à activer en nous ce sentiment de culpabilité, c'est une des nombreuses manières de nous mettre en état de soumission, hein. On a vu qu'une autre manière très efficace, c'est évidemment de nous plonger dans la peur. Alors, je n'ai pas forcément été fier de payer mes impôts, mais j'étais très fier de voter. Ben, merci en tout cas de le reconnaître, hein, ça c'est le message, merci de participer, le message de Pascal. Merci à toi et n'hésitez pas, comme vient de le faire Pascal, à dire comment vous ressentez tout ce que vous découvrez dans ce livre. Donc j'étais en train de vous parler du sentiment de culpabilité. Sans le sentiment d'être obligé d'obéir, le fait d'être attrapé et puni par des agents du gouvernement serait considéré de la même manière que le fait d'être mordu par un chien, comme une conséquence désagréable à éviter, mais sans aucun élément moral. Au contraire, la plupart des gens pensent, au moins dans une certaine mesure, que le fait d'être surpris en train de commettre un crime sans victime indique une sorte de défaillance morale de leur part parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit de faire. Le désir d'obtenir l'approbation de l'autorité est extrêmement puissant chez presque tout le monde, à un degré dont ils ne se rendent même pas compte. Là aussi, je vous renvoie à l'ouvrage Vos zones erronées de Wayne Dyer, puisqu'il parle largement du besoin d'approbation. Le message omniprésent de l'autoritarisme a un impact psychologique bien plus profond que la plupart des gens ne l'imaginent, comme l'ont démontré les expériences de Milgram, et je vous renvoie à notre émission précédente, puisque vous l'avez encore sous les yeux, émission numéro 6 du 1er août, on vous détaille de manière assez approfondie
les conséquences, en tout cas les résultats qui ont été obtenus à partir de ces expériences de Milgram. Presque tout le monde éprouve un stress émotionnel et un malaise dramatique chaque fois qu'il entre en conflit avec l'autorité. Et il se donnera beaucoup de mal, quels que soient les actes malveillants qu'il devra commettre pour gagner l'approbation de ses maîtres. Même la terminologie utilisée par les gens illustre à quel point ils ont été formés à se sentir moralement obligés d'obéir à l'autorité. Cela se voit dans des phrases aussi simples que tu n'as pas le droit de faire ça, ou même tu ne peux pas faire ça, lorsqu'il s'agit d'un comportement qui a été déclaré illégal par la classe dirigeante. Ces phrases ne se contentent pas d'exprimer une conséquence négative potentielle, mais impliquent également que, parce qu'un acte a été interdit par les maîtres, commettre cet acte est mauvais, non autorisé, voire impossible. Tu ne peux pas faire ça. L'examen des faits statistiques démontre le pouvoir de la croyance en l'autorité. Aux États-Unis, environ 100 000 employés du fisc extorquent environ 200 millions de victimes. Vous voyez le rapport, hein, 100 000 employés du fisc extorquent environ 200 millions de victimes. Les personnes volées sont environ 2000 fois plus nombreuses que les voleurs. Cela n'a jamais pu être accompli par la seule force brute. Cela continue uniquement parce que la plupart des personnes volées ressentent le devoir d'être volées et imaginent que ces vols sont légitimes et valables. Il en va de même pour de nombreuses autres lois qui sont généralement respectées, même si les personnes chargées de les faire appliquer sont toujours beaucoup moins nombreuses que celles qu'elles cherchent à contrôler. Les niveaux élevés de conformité ne sont pas tendus à la peur de la punition qu'au sentiment qu'ont les personnes contrôlées qu'elles ont l'obligation morale de coopérer, tenez-vous bien, à leur propre assujettissement. Donc voilà, je trouve que ce livre explique bien des choses qui nous arrivent dans ce monde où une des grandes dominantes, hein, c'est peu de le dire, c'est l'injustice et la réduction drastique de nos libertés. Et je vous renvoie aux excellents éditoriaux, évidemment, de l'Antipresse chaque vendredi soir. Et puis, mieux encore, de vous abonner, évidemment, à cette revue qui peut être délivrée soit sous un format PDF, soit en format audio. Alors, voyez, on vient de terminer ce deuxième paragraphe qui consiste en tant que cible du mythe de l'autorité, eh bien, d'être fier d'être contrôlé. Alors, n'hésitez pas à, comment dirais-je, comme vous avez commencé à le faire, à commenter. Grand bien leur fasse, alors je ne sais pas exactement à quoi ça se réfère, mais en tout cas, merci pour la participation. Et puis, c'est très fort de parler de vol comme ça, c'est vraiment du vol, hein, c'est difficile à entendre, évidemment, parce que si vous avez un âge aussi avancé que le mien, même si je ne suis pas sénile, comme vous l'entendez, mais tout de même, à 68 ans, on a eu le temps d'être sacrement volé, hein, et plus, évidemment, plus le temps passe, plus on l'est, sauf à avoir acquis une capacité de désobéissance civile hors norme. Et quand on voit tout ce qui arrive, comment dirais-je, soit à Guylaine Langto, soit j'ai perdu le prénom, là, la chaîne Pourquoi pas, eh bien, évidemment, il faut un certain cran pour se taper des gardes à vue, des emprisonnements et plus encore. Alors, le dernier message nous dit quand tu râles avec les impôts, il y a des autours qui te répriment. Je leur ai demandé de me faire un chèque. Merci pour ton commentaire, Christian, et surtout bonsoir. Je ne t'avais pas encore salué. Donc, vous êtes quelques-uns là sur le chat, un peu plus tôt que d'habitude. Donc, vous voyez, l'émission, petit à petit, fait qu'on forme de fait une communauté que j'espère de plus en plus soudée. Alors, n'attendez pas la dernière émission, il y en a encore néanmoins une douzaine après celle-ci. Alors, maintenant, on va aborder, on est toujours dans la partie 3C, les effets du mythe sur les cibles. Et là, on va aborder le thème que le bien finance le mal. Alors, si vous téléchargez le document dont je vous ai dû mettre le lien, vous le trouvez un peu plus haut à 20h04 dans les messages du chat, eh bien, vous verrez que ce document est un format PDF qui, normalement,
est interactif, c'est-à-dire que vous trouvez, contrairement à ce que vous voyez à l'écran, à la fin de chaque titre de paragraphe, par exemple, «Le bien finance le mal», bah, vous verrez que sur le document imprimé, vient se rajouter juste à la fin une petite flèche vers le haut qui, en fait, vous ramène automatiquement au sommaire et que chacun des éléments du sommaire, eh bien, est également cliquable et que si vous cliquez dessus, il vous envoie automatiquement à la bonne page du document. Vous verrez, une fois qu'on a pigé le truc, c'est très pratique pour faire des allers-retours dans le document. Ceci étant dit, le bien finance le mal. Alors, dernier message avant de poursuivre, se faire dépouiller avec son approbation, grand bien leur fasse. Euh, voilà, c'est un des commentaires. Il y en a qui sont fiers, bah super, merci de votre participation. Il y en a qui sont fiers de s'être vaccinés et d'avoir écouté le gouvernement. Tout à fait. Alors, je vous renvoie d'ailleurs, au texte, je vais voir s'il peut vous le retrouver. Elle nous fait une toute petite pause, hein, que j'ai postée aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est plutôt actif, dans l'ensemble sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna, donc la présente chaîne, et que dans cet, onglet, on a donc, aujourd'hui, posté un certain nombre de choses et je voulais vous citer, c'est le cas de le dire, cette citation de Molière qui dit ceci: «L'amour-propre engage à se mentir à soi-même». L'amour-propre engage à se mentir à soi-même et je ne sais pas si c'est Carlo Brusa ou quelqu'un d'autre, en a tiré un texte qui s'appelle «La ruse du diable», qui se décline comme suit: «Comment voulez-vous qu'une personne triple dosée reconnaisse qu'elle s'est trompée? En raison de l'affirmation de Molière, l'amour-propre engage à se mentir à soi-même. Comment voulez-vous qu'une personne qui a vacciné ses enfants reconnaisse qu'elle s'est trompée? Ce piège psychologique permet de transformer les dupés en gardiens du dogme. En plaçant les dupés dans une position où elles sont obligées de se mentir elles-mêmes pour maintenir leur équilibre psychique. Le piège de l'orgueil est terrible, ceux qui l'utilisent sont machiavéliques. L'amour-propre, je vous le rappelle, engage à se mentir soi-même, c'est-à-dire, dit autrement, à persister dans l'erreur si erreur nous avons commise. Donc voilà ce que je tenais à vous partager. Vous retrouverez ce texte en post dans la communauté YouTube de notre chaîne. Il date de 3 heures à l'heure où je vous parle. Alors, le bien finance le mal. Même si un individu n'est jamais personnellement victime des forces de l'ordre, n'a jamais de démêlé avec la police et ne voit que peu ou pas d'impact direct du gouvernement sur sa vie quotidienne, le mythe de l'autorité a toujours un impact dramatique, non seulement sur sa propre vie, mais aussi sur la façon dont son existence affecte le monde qui l'entoure. Par exemple, les millions de sujets dociles qui se sentent obligés de remettre une partie de ce qu'ils gagnent à l'État, de payer leur juste part d'impôts, financent continuellement toutes sortes d'entreprises et d'activités que ces personnes ne financeraient pas autrement, que presque personne ne financerait autrement et qui par conséquent n'existeraient pas autrement. Par le biais des impôts, ceux qui prétendent être le gouvernement confisquent une quantité presque incompréhensible de temps et d'efforts à des millions de victimes et les convertissent en carburant pour l'agenda de la classe dirigeante. Ainsi, des millions de personnes qui s'opposent à la guerre sont contraintes de la financer par le biais de taxes. Le produit de leur temps et de leurs efforts est utilisé pour rendre possible une chose à laquelle ils sont moralement, écoutez bien, opposés. Alors merci pour tous vos commentaires. Je vous invite évidemment à lire les commentaires des uns et des autres. Alors, c'est un aspect, je ne sais pas s'il faut mettre le surtout, en tout cas c'est une opinion, intéressante, que nous partage Averroès. Et attention, l'expérience de Milgram prouve surtout qu'il existe des scientifiques manipulateurs et malveillants, abusant du peuple. Alors, je ne trancherai pas pour ma part quant à savoir si c'était pour une bonne ou une mauvaise cause, mais c'est vrai qu'on peut le voir sous cet angle que tu décris là et il vaut toujours mieux être critique que ne pas l'être. Et puis là, on a Idriss Aberken parle à raison de dissonance citoyenne, c'est-à-dire
d'un abus. Tout à fait, et il parle, alors c'est vrai qu'il y a de nombreux ramifications à tout ce qu'on évoque là. Il parle également de consensus scientifique derrière lequel souvent la classe dirigeante s'abrite, et de l'illusion de ce fameux consensus. Il suffit de trier ceux qui pensent comme soi et d'attribuer à ceux qui pensent comme soi le mot de consensus pour duper toute une population. Donc là, je vous renvoie effectivement aux excellentes émissions d'Idriss Aberkan. Et puis, c'est bien, vous êtes participatif ce soir et je vous en remercie. Dernière visite aux impôts, je suis allé récupérer l'argent indu. J'ai pris rendez-vous à 11 h. Elle aurait dit que je voulais de l'argent de suite, sinon je reste le week-end, et j'ai eu mon argent à 14 h. Bien, bravo pour ton opiniâtreté. C'est la moindre des choses. Et puis, bah oui, voilà. Je ne suis pas le seul à te féliciter et c'est bien comme ça. Il en va de même pour les programmes de redistribution des richesses contrôlés par l'État. Par exemple, la protection sociale, les systèmes de Ponzi, par exemple la sécurité sociale, la soi-disant guerre contre la drogue, etc. La plupart des programmes du gouvernement n'existeraient pas si la population ne croyait pas à l'obligation morale de payer ses impôts. Même les programmes gouvernementaux censés avoir des objectifs nobles, tels que la protection du public et l'aide aux pauvres, deviennent des monstruosités hypertrophiées, inefficaces et corrompues, que presque personne ne soutiendrait volontiers s'il n'y avait pas de loi l'y obligeant. Outre le gaspillage, la corruption et les actions destructrices que le gouvernement fait avec les richesses qu'il confisque, il y a aussi la question moins évidente de ce que les gens auraient fait de leur argent autrement. Comme le gouvernement prend la richesse des producteurs pour servir ses propres objectifs, il prive également les producteurs de la possibilité de poursuivre leurs propres objectifs. Quelqu'un qui remet 1000 $ d'impôts à la classe dirigeante peut non seulement financer une guerre à laquelle il s'oppose moralement, mais il est également privé de la possibilité de mettre 1000 $ de côté. Vous pouvez transformer ça en euros, 1000 € de côté, de faire un don de 1000 € à une association caritative qu'il juge utile, ou de payer quelqu'un 1000 € pour faire des travaux d'aménagement paysager. Le mythe de l'autorité cause donc un double préjudice. Premier préjudice, il oblige les gens à financer les choses qu'ils ne jugent pas bonnes pour eux-mêmes ou pour la société, tout en les empêchant de financer des choses qu'ils considèrent comme utiles. Deuxième préjudice, en d'autres termes, la soumission à l'autorité pousse les gens à agir d'une manière qui est, dans une mesure ou une autre, directement opposée à leurs propres priorités et valeurs. Retenez bien ce mot de valeur. Alors, avant de passer au paragraphe suivant, vos commentaires. Je connais 2 infirmières qui ne se sont pas fait vacciner et qui ont gardé leur boulot. Bravo à elles. Je suppose qu'elles ont osé désobéir à plus d'une reprise pour pouvoir aboutir à ce résultat. Et puis, malheureusement, nous dit Pascal, les médias justifient les guerres et la plupart des gens croient qu'ils se situent dans le camp du bien. C'est bien le problème, hein. On le voit avec cette guerre otano-ukraino, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Eh bien, beaucoup de gens croient faire le bien en soutenant le peuple d'Ukraine. Je crois qu'au minimum, et avec beaucoup de prudence, il faut comprendre qu'il n'y a jamais un camp du bien et un camp du mal. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Même les personnes qui pensent que leurs impôts font du bien en construisant des routes, en aidant les pauvres, en finançant la police, etc., ne financeraient certainement pas la version gouvernementale de ces services, du moins pas dans la même mesure, si elles ne se sentaient pas obligées par obligation morale et par la menace d'une punition de le faire. Et je vous renvoie à ce scandale des autoroutes qui ont été payées par nos impôts et qui sont ensuite bradées à des sociétés privées qui continuent à nous extorquer le droit de passage sur les mêmes autoroutes que nous avons pourtant nous-mêmes financées. Elle n'est pas belle, la vie, pour ces entreprises. Toute organisation caritative privée qui aurait l'inefficacité, la corruption et l'historique des abus, alors c'est sans doute des organismes états-uniens, de l'AFDC, du HUD, de Medicare, tout le monde a entendu plus ou moins parler de ce système de protection de santé des États-Unis, et d'autres programmes gouvernementaux perdraient rapidement tous ces donateurs. Toute entreprise privée aussi coûteuse, corrompue et inefficace que les programmes d'infrastructure gouvernementaux perdrait tous ses clients.
tout service de protection privée qui serait si souvent pris en flagrant délit d'abus, d'agression et même de meurtre de personnes innocentes et non armées n'aurait plus de clients. Toute entreprise privée qui prétendrait assurer la défense, mais qui dirait à ses clients qu'elle a besoin d'1 milliard d'euros chaque semaine pour mener une guerre prolongée à l'autre bout du monde, n'aurait que peu, voire pas du tout de contributeurs, y compris parmi ceux qui soutiennent aujourd'hui verbalement de telles opérations militaires. Alors, avant de passer au paragraphe suivant, je travaille dans une grande entreprise, nous dit Christian, l'argent de la formation et de la cotisation disparaît grâce aux syndicats. Vous voyez, vous montrez bien par vos postes qu'il y a de multiples dysfonctionnements, c'est peu de le dire, dans cette société où nous vivons. Et évidemment, la seule chose très étrange, c'est que il semble, peut-être que je me trompe, mais qu'on soit quand même très peu nombreux à réellement, ne serait-ce que déjà s'en offusquer, quoi. Bon, le sentiment d'obligation de payer des impôts semble peu entravé par le fait que le gouvernement est notoirement gaspilleur et inefficace. Alors que des millions de contribuables s'efforcent de joindre les deux bouts tout en payant leur juste part d'impôts, les politiciens gaspillent des millions sur des projets ridiculement stupides, allant de l'étude des pets de vache à la construction de ponts menant nulle part, en passant par le paiement d'agriculteurs pour qu'ils ne produisent pas certaines cultures, et ainsi de suite. Je suis sûr que vous avez des centaines d'exemples à l'infini, et des milliards supplémentaires sont tout simplement perdus sans que l'on sache où ils sont allés. Et je vous renvoie également à cette fameuse affaire qui a valu le licenciement, enfin on ne se fait pas souci pour elle, hein, d'une de nos ministres. Mais une grande partie de ce que les gens rendent possible en payant des impôts n'est pas seulement gaspillée, elle est aussi, ça va bien plus loin, très destructrice pour la société. La guerre contre la drogue en est un exemple évident. Combien de personnes donneraient volontairement à une organisation privée dont l'objectif déclaré est d'arracher des millions d'individus non violents à leurs amis et à leurs familles pour les mettre en cage? Même les nombreux Américains qui reconnaissent aujourd'hui que la guerre contre la drogue est un échec total continuent, par le biais des impôts, à fournir le financement qui lui permet de continuer à détruire littéralement des millions de vies. Même les critiques les plus virulents des divers abus perpétrés par l'État policier en expansion constante font souvent partie de ceux qui rendent ces abus possibles en les finançant. Qu'il s'agisse de pression flagrante, de corruption ou de simple inefficacité bureaucratique, chacun peut citer au moins quelques aspects du gouvernement qu'il n'approuve pas. Et pourtant, ayant été formé à obéir à l'autorité, il continuera à se sentir obligé de fournir le financement qui permet les mêmes activités de gouvernement maladroits, corrompus et oppressifs qu'il critique et auxquels il s'oppose. Il est rare que quelqu'un remarque l'évidente contradiction inhérente au fait de se sentir obligé de financer des choses qu'il juge mauvaises. Bien entendu, les personnes qui travaillent pour des organisations non autoritaires peuvent également être inefficaces ou corrompues. Mais lorsqu'on découvre ce qu'elles font, leurs clients peuvent tout simplement cesser de les financer. C'est le mécanisme de correction naturelle de l'interaction humaine, mais il est complètement mis en échec par la croyance en l'autorité. Combien de personnes ne sont pas actuellement obligées de financer un programme ou une activité du gouvernement auquel elles sont moralement opposées? Très peu, voire aucune. Alors pourquoi ces personnes continuent-elles à financer des choses qu'elles considèrent comme destructrices pour la société? Parce que l'autorité le leur demande et parce qu'ils croient qu'il est bon d'obéir à l'autorité. En conséquence, ils continuent à donner le fruit de leur travail pour alimenter la machine de l'oppression, une machine qui autrement n'existerait pas et ne pourrait pas exister. Les gouvernements ne produisent aucune richesse. Ce qu'ils dépensent, ils doivent d'abord le prendre à quelqu'un d'autre. Tous les gouvernements, y compris les régimes les plus oppressifs de l'histoire, ont été financés par le paiement d'impôts par des sujets loyaux et productifs. Grâce à la croyance en l'autorité, la richesse créée par des milliards de personnes continuera à être utilisée, non pas pour servir les valeurs et les priorités des personnes qui ont travaillé pour la produire, mais pour servir les agendas, notez bien cela, de ceux qui par-dessus tout désirent dominer leurs semblables.
Le Troisième Reich a été rendu possible par des millions de contribuables allemands qui se sont sentis obligés de payer. L'Empire soviétique a été rendu possible par des millions de personnes qui se sont senties obligées de donner à l'État tout ce qu'il exigeait. Toutes les armées d'invasion, tous les empires de conquête ont été construits à partir des richesses prélevées par les populations productives. Les destructeurs ont toujours été financés par les créateurs. Les voleurs ont toujours été financés par les producteurs. Grâce à la croyance en l'autorité, les programmes des méchants ont toujours été financés par les efforts des bons. Et cela continuera tant que la superstition la plus dangereuse ne sera pas démantelée. Lorsque les producteurs ne se sentiront plus moralement obligés de financer les parasites et les usurpateurs, les destructeurs et les contrôleurs, la tyrannie s'éteindra car elle aura été réduite à néant. D'ici là, les bonnes personnes continueront à fournir les ressources dont les mauvaises personnes ont besoin pour mener à bien leurs projets destructeurs. Alors, si vous n'êtes pas choqués, les amis, voilà. Pour ma part, je trouve vraiment ce texte très utile et très argumenté, en tout cas par rapport à tout ce que j'avais pu lire jusqu'ici, y compris le fameux livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous remets à l'écran, on l'aperçoit en haut à droite, qui s'appelle « Les raisons cachées du désordre mondial ». Vous voyez cette couverture rouge et dont l'auteur est Valérie Bugeaud, qui fait un travail absolument remarquable. Et je vous invite évidemment à aller visiter non seulement sa chaîne YouTube, son site Révolu Droit, mais également la playlist que je vais pouvoir vous mettre sous les yeux, puisqu'on a fait une playlist pour toutes les émissions qu'on a pu rapatrier sur notre chaîne ou reconstruire ou sous-titrer, que sais-je. Donc, je vous mets dans le chat la playlist que nous avons consacrée à Valérie Bugeaud avant d'aborder le paragraphe suivant qui s'appelle « Creuser sa propre tombe ». Alors, dites-moi si vous aviez déjà entendu Valérie Bugeaud s'exprimer et nous donner ses explications fort instructives sur les différentes raisons des misères de ce monde. On a besoin de toutes les bonnes volontés, ça va sans dire, si on veut sortir de ce qu'il faut bien appeler un merdier dans lequel on se trouve et qui est le fruit d'un endoctrinement collectif. Et ça me rappelle toujours cette intervention d'un chanteur à la radio que peut-être certains d'entre vous ont connu avec sa chanson à l'époque célèbre pour une amourette qui passait par là, et vous avez reconnu le chanteur Lenny Escudero. Et le journaliste qui l'interrogeait à la radio lui disait mais monsieur Lenny Escudero, vous êtes quelqu'un, alors s'il y avait un autre mot qui va peut-être me revenir, au moment de vous le dire, il y a comme un trou, vous êtes quelqu'un de, c'était bien plus fort qu'énervé, quoi. Donc, je ne retrouve pas le mot, mais il me reviendra. Et il y a eu un long silence, et puis Lenny Escudero a dit à son intervieweur, bah, moi, ce qui me choque le plus, c'est que vous ne le soyez pas énervé, sous-entendu, face à toutes ces injustices. Mais le mot était bien plus précis que ce que j'ai pu vous retrouver tout de suite. Alors, s'il me revient, je vous le partagerai un petit peu plus tard. Donc voilà, je remets le sommaire sous les yeux pour vous montrer qu'on est toujours dans les effets du mythe sur les cibles et qu'on est arrivé au paragraphe « Creuser sa propre tombe ». Alors n'hésitez pas à participer sur le chat, à partager ce que ce texte vous inspire ou plus simplement pour muscler votre attention, à noter un mot par-ci, un mot par-là de ce que vous entendez, de façon à mettre en pratique ce que vous explique la procédure qui s'appelle lecture à haute voix, qu'on doit au docteur Vitose, qui consiste dans sa deuxième étape à noter les idées, les mots, les expressions employées du paragraphe que vous venez d'entendre. Alors, l'idéal serait de le faire paragraphe par paragraphe, mais évidemment, ça ferait beaucoup d'interruptions, donc je vous le signale de temps à autre dans chaque émission. Je reviens donc au paragraphe « Creuser sa propre tombe ». Malheureusement, la croyance en l'autorité, vous devriez presque noter à chaque paragraphe le mot « autorité », parce qu'il revient constamment dans ce texte, puisque c'est le sujet majeur de cet ouvrage. Malheureusement, la croyance, puis croyance revient également
très souvent. Alors pour ceux qui ont pris les émissions en cours de route, hein, je vous renvoie également à cette fiche où il faut bien replacer la croyance dans ses interactions avec les capacités qu'un individu pense avoir, qui engendrent donc ses comportements et ses actions, lesquels comportements et actions engendrent des résultats qui viennent renforcer la croyance. Et donc, je vous renvoie au cercle vicieux des étiquettes, toujours très bien expliqué dans le livre Vos zones erronées de Wayne Dyer, à savoir que si vous pensez que vous êtes nul en maths et que vous avez un devoir d'algèbre à résoudre dans la soirée, vous vous dites à vous-même, voici le devoir d'algèbre que je dois faire, je crois que je vais réussir, mais comme 10 minutes plus tard, vous vous rendez compte qu'il y a des obstacles, vous dites pourquoi je n'arrive pas à résoudre ce problème et vous avez une réponse toute faite parce que je suis nul en maths. Alors donc dans ce dispositif, penser que je suis nul en maths, on est au niveau de la croyance, ça détermine donc vos capacités d'apprendre les maths, les comportements que vous avez quand vous devez résoudre éventuellement un devoir d'algèbre, mais ça pourrait s'appliquer à toute une série d'autres compétences requises, comme faire la cuisine, faire du sport et bien d'autres. Et donc, évidemment, vos comportements engendrent des résultats qui ne viennent ne faire que confirmer vos croyances. Donc, dans ce nouveau paragraphe qu'on vient d'aborder, vous voyez que ces mots croyance en l'autorité sont essentiels. Donc, malheureusement, la croyance en l'autorité pousse même les gens à se sentir obligés d'assister à leur propre asservissement. Je verrai bien noter dans le chat le mot asservissement, à leur oppression et parfois à leur mort. En fait, seul un petit pourcentage de la coercition exercée par le gouvernement est mise en œuvre par les personnes chargées de faire respecter l'autorité. La plus grande partie est mise en œuvre par ses victimes. La classe dirigeante se contente de dire aux gens qu'ils sont tenus de faire certaines choses et la plupart d'entre eux s'y conforment sans qu'aucune mesure coercitive n'ait été prise. Un exemple impressionnant est celui des dizaines de millions d'Américains qui chaque année remplissent des formulaires longs et déroutants appelés déclarations d'impôts, s'extorquant ainsi eux-mêmes. Si les victimes de l'IRS acceptaient de payer, mais seulement si le gouvernement découvrait leur prétendue dette fiscale, le système s'effondrerait. Chaque déclaration d'impôt est en fait un aveu signé, la victime de l'extorsion révélant non seulement tout ce qui concerne ses finances, ce qui revient à s'interroger elle-même, mais calculant même le montant qui leur sera volé. Ça rappelle l'autorisation de sortie qu'on devait s'auto-autoriser avant de pouvoir sortir pendant cette fameuse période du confinement. Donc je reprends cette dernière phrase, chaque déclaration d'impôt est en fait un aveu signé, la victime de l'extorsion révélant non seulement tout ce qui concerne ses finances, ce qui revient à s'interroger elle-même, autrement dit amener un interrogatoire d'elle à elle, mais calculant même le montant qui lui sera volé, ironie de la chose, afin que les voleurs n'aient pas à le faire. Alors nous dit Averroll, l'école, l'État induit l'impuissance acquise. Tout à fait juste. Voilà, je vois que tu as déjà réfléchi à tous ces sujets, c'est tant mieux. Alors, merci pour ton aide. Patricia me dit révolté. Oui, je crois bien que c'était révolté, oui. Il me semble que c'est ça. Pour revenir à cette réflexion du fameux chanteur qui chantait pour une amourette qui passait par là, Lenny Escudero, auquel l'intervieweur disait, Monsieur Escudero, vous êtes un révolté. Très bonne mémoire, Patricia. Et donc, Lenny Escudero répondant à son intervieweur, moi, ce qui me révolte le plus, c'est que vous ne le soyez pas vous-même, quoi. Voilà, donc là, ça commence à prendre un peu plus de sens avec ce nouveau mot. Merci, je n'avais pas vu tout de suite. Donc, victime consentante d'extorsion, oui, c'est tout à fait ça, celui qui remplit sa fiche d'impôt. Voilà. Prenez un ticket de plein d'essence, l'État ne donne même pas la peine de détailler les taxes sur un prix complètement bidon, fixer la bourse bidon. Alors voilà, on comprend ce que tu veux dire, il me semble. Écoutez, merci pour votre participation. Ça aide à rester concentré et puis évidemment, il n'y a rien de tel que de participer pour mieux comprendre
les choses. Alors, il ne s'agit pas que forcément systématiquement ce qu'on dit soit en tant que tel intéressant et sensé. Il s'agit surtout de voir ce qui sort de notre tête et puis de le partager, quoi. Mais tous les inconvénients, on est toujours dans creuser sa propre tombe, hein, mais tous les inconvénients improductifs et désagréables et les tracas bureaucratiques auxquels les gens se soumettent, simplement parce qu'on leur a dit que la loi l'exigeait, ne sont rien comparés aux symptômes plus graves de la croyance, hein, vous voyez, le mot revient, en l'autorité. C'est le fond de cette superstition. Sur la base de la mythologie du devoir envers la patrie, vous avez déjà réfléchi à ça, et des lois imposant la conscription militaire, l'appel sous les drapeaux, des millions de personnes à travers l'histoire sont devenues des meurtriers pour le compte de l'État. Seule une petite fraction d'entre eux, les insoumis, a résisté et ils ont généralement été méprisés par leurs compatriotes qui les ont accusés d'être des lâches ou de manquer de patriotisme. C'est vraiment un comble. Alors merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes 15 à cette heure-ci. Alors pour notre modeste émission, eh bien écoutez, c'est quelque chose qui est encourageant. Dans le cas de nombreuses lois, il peut être difficile de faire la distinction entre les personnes qui obéissent par simple crainte d'être punies et celles qui obéissent. Hein, vous voyez ce mot d'obéir qui revient sans arrêt, hein, ça finit par en être irritant parce qu'on finit par se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Donc dans le cas de nombreuses lois, il peut être difficile de faire la distinction entre les personnes qui obéissent par simple crainte d'être punies et celles qui obéissent par sentiment d'obligation morale de se plier aux ordres des hommes politiques, entre parenthèses donc la loi. Dans le cas de la conscription militaire, en revanche, il est facile de faire la différence car la conformité, un mot que vous pourriez noter dans le chat comme restitution, est généralement bien plus dangereuse que les sanctions dont le gouvernement menace ceux qui refusent de s'y plier. Si le choix est de se conformer et de risquer une mort atroce sur un champ de bataille à l'autre bout du monde, ou de désobéir et d'aller éventuellement en prison, il est peu probable que la menace à elle seule soit la raison pour laquelle tant de personnes s'inscrivent et se présentent pour le service lorsqu'elles sont appelées. En bref, le niveau de conformité avec l'appel sous les drapeaux, du moins dans le passé, montre clairement que la plupart des gens préféreraient commettre un meurtre ou mourir plutôt que de désobéir à l'autorité. Il n'y a pas de meilleure indication de la puissance de la superstition de l'autorité. Des milliers et des milliers d'êtres humains, par ailleurs civilisés et pacifiques, quittent leur foyer, parfois à l'autre bout du monde, pour tuer ou mourir simplement parce que leurs classes dirigeantes respectives leur ont dit de le faire. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à ces malheureux Irakiens qui perdent leur vie en raison des ordres de leur gouvernement. Chaque soldat est à la fois un exécutant et une victime de la superstition de l'autorité, qu'il se soit porté volontaire ou qu'il ait été enrôlé, et on aurait envie de rajouter de force. Se battre pour défendre des innocents contre des agresseurs est une noble cause et c'est souvent l'intention de ceux qui s'engagent dans l'armée. Mais dans un régime militaire hiérarchique, le soldat devient un outil de la machine plutôt qu'un individu responsable. Au lieu d'être guidé par sa propre conscience, il est entièrement contrôlé par les ordres qu'il reçoit de la chaîne de commandement. Et chaque fois que son obéissance le conduit à faire quelque chose d'immoral, ce qui arrive assez souvent, il ne nuit pas seulement à ses victimes, mais aussi à lui-même. Après la guerre du Vietnam, par exemple, de nombreux soldats américains sont rentrés chez eux, le corps intact, mais avec de profonds problèmes psychologiques. Il est difficile de dire dans quelle mesure les dommages mentaux résultaient du fait d'avoir été témoin d'un carnage et dans quelle mesure ils résultaient du fait d'avoir personnellement créé un carnage. Une peur prolongée d'une mort imminente peut bien entendu provoquer de graves problèmes psychologiques, tout comme le fait d'infliger la mort à autrui. Alors, bonsoir, comment dirais-je, Nachikita, qui nous a rejoint. Merci pour ta bienveillance, parce que pour écrire tout ça, il faut que tu en aies toi-même. Vous avez une voix qui déborde de bienveillance, tout simplement. Merci pour tout ce que vous transmettez. Ben, écoute, merci beaucoup. Ça nous touche et ça nous encourage à poursuivre. Les confrontations violentes peuvent être très stressantes, même lorsque l'individu se sent entièrement justifié, par exemple lorsqu'il défend sa famille contre un agresseur. Mais s'engager dans un combat mortel où personne,
y compris les combattants, ne semblent avoir une idée claire de l'objectif ou de la justification du conflit, comme ce fut le cas au Vietnam, semble ajouter un degré supplémentaire de traumatisme psychologique. Comme l'ont attesté de nombreux soldats, une fois dans l'enfer de la guerre, toute cause ou justification vague mais noble du combat est généralement oubliée et tout ce qui reste est le désir de rester en vie et d'aider ses amis à rester en vie, deux choses qui sont bien mieux servies en rentrant chez soi ou en ne s'engageant pas dans l'armée dès le départ. Et pourtant, le nombre de personnes qui s'en vont tout simplement est très faible pour une raison simple, parce que cela constituerait un acte de désobéissance à une autorité perçue comme telle. Et le soldat moyen, même s'il a le courage et la force de se jeter dans un combat mortel, n'a pas le courage et la force de désobéir à une autorité perçue. Voilà, j'espère que ça vous aide à bien comprendre tous ces enjeux de cet endoctrinement dont nous sommes nombreux à avoir été, et peut-être sommes-nous encore, les victimes. Comme dans de nombreux cas de coercition autoritaire, les victimes de la conscription militaire sont presque toujours beaucoup plus nombreuses que ceux qui tentent de la mettre en œuvre. Même lorsque des personnes sont légalement sommées de sacrifier leur esprit et leur corps dans le cadre de guerres intestines entre tyrans, la simple désobéissance passive d'une partie significative des appelés entraînerait l'arrêt de la machine de guerre. Et combien d'entre nous ont vraiment conscience de ce pouvoir que nous pourrions avoir potentiellement? Quelle punition y a-t-il à craindre qui soit pire que le résultat de l'obéissance? Les résultats habituels de la guerre sont la terreur prolongée, la douleur et la souffrance physique et mentale, le démembrement ou la mort. Néanmoins, même après avoir été les témoins directs des horreurs de la guerre, très peu de gens peuvent se résoudre à désobéir à l'autorité, à retirer leur uniforme et à s'en aller. Le fait que les atrocités commises par les nazis à l'encontre des juifs allemands aient souvent été réalisées avec la coopération et l'assistance de la police juive, comme ce fut le cas dans le ghetto de Varsovie, témoigne du pouvoir de la croyance en l'autorité. Dans leur culture, comme dans presque toutes les autres cultures, les gens avaient été tellement convaincus que l'obéissance est une vertu que même si quelqu'un de nouveau était en charge, ils se sentaient obligés de faire ce qu'on leur disait, même si cela signifiait opprimer violemment leurs propres concitoyens. Mais ce qui est peut-être encore plus troublant, mais indiscutable, c'est le fait que plusieurs millions de personnes dans l'histoire ont participé à leur propre extermination parce que l'autorité leur avait dit de le faire. Par exemple, pendant l'Holocauste, des centaines de milliers de Juifs sont montés de leur propre chef dans les wagons à bestiaux des trains qui allaient les emmener à la mort sans essayer de se cacher, de s'enfuir ou de résister. Pourquoi? Parce que ceux qui prétendaient être l'autorité leur ont dit de le faire. S'il est vrai qu'ils ne savaient pas tous exactement ce qui les attendait à l'autre bout, ils se sont tout de même remis à la garde d'une machine qui leur voulait manifestement du mal. Alors n'hésitez pas à continuer à commenter tout ce que vous entendez. C'est un texte que pour ma part je trouve très, très fort en contenu et en implication. Le fait de se conformer et d'obéir procure un certain sentiment de confort et de sécurité. Croire que les choses sont entre les mains de quelqu'un d'autre et avoir confiance dans le fait que quelqu'un d'autre va arranger les choses est une façon d'éviter la responsabilité. L'endoctrinement autoritaire insiste sur l'idée que, quoi qu'il arrive, si vous faites simplement ce qu'on vous dit et ce que tout le monde fait, tout ira bien et les responsables vous récompenseront et vous protégeront. Le nombre de victimes d'une atrocité gouvernementale après l'autre montre à quel point cette croyance est erronée. Si les victimes de l'oppression et du meurtre légaux avaient simplement refusé leur aide, même si elles n'avaient pas levé le petit doigt pour résister par la force, le monde serait très différent aujourd'hui. Si les nazis avaient dû transporter physiquement chaque juif, mort ou vivant, vers les chambres à gaz ou les fours crématoires, le nombre de meurtres aurait été bien moindre. Si chaque esclave vendu en servitude avait refusé de travailler, il n'y aurait bientôt plus de commerce d'esclaves. Si le fisc devait calculer l'impôt dû et le prélever directement sur chaque contribuable, il n'y aurait plus d'impôt fédéral. En bref, si les victimes de l'extorsion, du harcèlement, de la surveillance, de l'agression, de l'enlèvement et du meurtre autoritaire cessaient simplement de participer à leur propre oppression, la tyrannie s'effondrerait. Et si le peuple allait plus loin
et résistait par la force, la tyrannie s'effondrerait encore plus rapidement. Mais la résistance, qu'elle soit passive ou violente, exige que le peuple désobéisse à une autorité perçue, ce que la plupart des gens sont psychologiquement incapables de faire. En fin de compte, c'est la croyance en l'autorité parmi les victimes de l'oppression, plus encore que les croyances de la classe dirigeante et de ses exécutants, qui permet à la tyrannie et à l'humanité de l'homme envers l'homme de se perpétuer à une si grande échelle. Alors, je prends une petite pause avant d'aborder notre paragraphe final du jour. Vous voyez, là, ça fait un certain temps que nous sommes ensemble, 1h04 très exactement. C'est à peu près sur cette durée que sont calibrées nos émissions. Et il nous restera à aborder aujourd'hui les effets sur les criminels réels. En tout cas, j'espère que vous avez la sensibilité suffisante pour comprendre le monde dans lequel nous sommes et si vous êtes parent, pour comprendre l'erreur que, en tant que parent, nous pouvons être amenés à faire lorsque nous croyons bien faire en enseignant à nos enfants l'obéissance quasiment absolue comme une vertu incroyable, si bien que lorsqu'ils arriveront à l'âge adulte, eh bien, ils seront, comme vous et moi, si vous vous sentez concernés par la difficulté qu'il y a parfois à désobéir à l'autorité au motif qu'on ne désobéit pas à l'autorité. Et la boucle est bouclée. Alors, le fait d'obéir, et évidemment, on ne peut qu'être d'accord, je pense, en lisant ce livre, le fait d'obéir empêche de réfléchir. Sinon, je pense que vous auriez déjà quitté l'émission tellement tout ce qui est lu vous aurait apparu choquant. Alors, je vous rappelle que cette émission n'a pas pour but ni de vous plaire à vous, ni à moi. D'ailleurs, souvent, je lis le texte avant l'émission, mais il m'arrive de le découvrir, donc je ne sais pas toujours exactement ce qu'il m'attend. Mais le sujet, c'est d'ouvrir nos consciences avec ces idées qui sont particulièrement acérées, hein, qu'on doit, comme je vous l'ai dit à travers le livre, à Larken Rose. Alors j'espère que je prononce bien son nom, Larken Rose, et je vous rappelle qu'il a une chaîne YouTube que je vous encourage évidemment à visiter avec les petites fonctionnalités dont on dispose aujourd'hui. Ces émissions, même en anglais, sont assez faciles à suivre avec le sous-titrage et la traduction automatique en français. En tout cas, j'en profite pour vous remercier grandement pour tous vos partages. Vous avez été actifs aujourd'hui et c'est vrai que eh bien, vous êtes un peu le stimulant, un peu ou carrément, de ces émissions. Et puis, évidemment, je compte sur chacun d'entre nous, à commencer par moi-même, pour partager ce qui nous rejoint, ce que nous comprenons dans cet apprentissage. Et puis, comme le sait tout un chacun, toute notre vie, nous allons apprendre et nous instruire. Et donc, c'est la plus belle chose que nous puissions faire, c'est de continuer à apprendre. Et même si ce monde, à bien des égards, évidemment, nous irrite au plus haut point devant les inégalités, les injustices et bien plus encore. À ce propos, je vous encourage à lire un auteur que peut-être pas assez connaissent, qui est André Gorz. André Gorz vous partage de manière très concrète et argumentée en quoi le travail est un esclavage. Vous partage également les gains de productivité énormes qui ont été faits avec l'industrialisation, la mécanisation. Et ces gains de productivité, il faut bien reconnaître que les travailleurs eux-mêmes ont reçu bien peu de ces bénéfices en gains de productivité. Donc, ils ont été tout bonnement accaparés par quelques-uns au détriment de tous les autres, qui sont ceux-là même qui ont permis ces gains de productivité par leur sueur, par leur travail, quoi. Il y a des œuvres qui vous renvoient à vraiment cette oppression qu'est le travail. Hein, si je pense à un monument historique hallucinant, hein, je le vis comme ça en Bretagne, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui s'appelle le canal de Nantes à Brest. Quand on voit le nombre de morts pour arriver à construire un tel ouvrage d'art, je crois que quand on marche le long, le minimum, c'est d'envoyer certaines pensées lumineuses à tous ceux et celles qui ont laissé leur peau dans cette construction, certes impressionnante, certes qui suscite l'admiration à bien des égards, mais il ne faut pas oublier toutes les morts qui ont été la clé d'un travail fait à la main, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bulldozer et autres machines. Alors, merci pour vos partages.
Je trouve qu'on est très mal organisé contre la caste. C'est vraiment en tout cas une idée que je partage volontiers, puisque je pense que nous autres citoyens, il nous manque grosso modo tout ce dont l'État dispose, c'est-à-dire notre propre armée, notre propre organisation, notre propre administration. Mais je pense que c'est quand même intéressant de s'intéresser, c'est le cas de le dire, pardonnez-moi pour la redondance, à ce que propose Valérie Bugeaud, au type d'organisation qu'elle propose, parce que je pense que c'est vraiment le fond de l'affaire. Sans organisation, il va être difficile de faire face à tout ça. Et puis, nous partage Pascal, j'ai un enfant de 8 ans, il n'est pas obéissant. Ça, je me doute que ce n'est pas confortable pour les parents, mais je pense que c'est un cadeau que nous nous faisons pour l'avenir. Je trouve ta remarque, en tout cas, très juste par rapport à mes croyances et l'état actuel de mes compréhensions. Et puis nous dit encore Pascal, merci pour tous vos posts. Plus tu as fait d'études, moins tu arrives à réfléchir, mais juste à appliquer des gammes. Bah oui, ça me paraît très cohérent également, parce que je pense que la croyance selon laquelle les études vous rendent intelligent est évidemment une croyance fondamentalement erronée. Ce qui vous rend intelligent, c'est le bon sens. Et malheureusement, les études tendent à vous faire oublier le bon sens, ce qui fait que plus vous en avez fait, plus il est difficile de vous faire confiance à vous-même par quelque chose qui n'est peut-être, qui s'appelle souvent l'intuition, ou peut-être il y a d'autres manières de vous communiquer ces actions que vous devez entreprendre pour vous-même et pour le bien. Eh bien, elle procède en tout cas souvent de l'intuition ou tout simplement du bon sens, hein, d'où le nom de cette association qui a vu sa naissance pendant ce que j'appellerais la crise Covid, hein, association Bon Sens, vers laquelle je vous renvoie d'ailleurs. Il y a de nombreuses choses qui méritent de s'y intéresser. Et donc, dernière remarque donc, de Christian que je viens de vous lire, plus tu as fait d'études, moins tu arrives à réfléchir, mais juste à appliquer des gammes. Bah écoutez les amis, on va entamer la dernière ligne droite, puis après je vous ferai découvrir ce qui nous attend pour la semaine prochaine, puisque après la fin de cette émission, on va se retrouver dès mardi prochain. Je vous donnerai les dates à ce moment-là, puisqu'elles sont incluses, comme vous le voyez, dans le sommaire. Donc parlons maintenant, on est toujours dans les effets du mythe sur les cibles, des effets sur les criminels réels. Paradoxalement, dans les situations où l'obéissance, vous voyez à quel point ça revient souvent, c'est vrai, une vraie plaie, cette espèce d'endoctrinement que nous avons tous à obéir. Donc, paradoxalement, dans les situations où l'obéissance améliorerait réellement le comportement humain, l'autorité n'a aucun effet. Les individus, par exemple, dont la conscience ne les empêche pas de voler ou d'agresser leurs voisins, écoutez bien, parce qu'ils ne se soucient pas des normes habituelles du bien et du mal, ne se soucient pas non plus de ce que l'autorité leur dit de faire. Seuls ceux qui essayent d'être bons se sentent obligés d'obéir à l'autorité. La croyance à l'autorité est une croyance morale. C'est l'idée que l'obéissance est moralement bonne. Pour ceux qui ne se soucient pas de ce qui est considéré comme bon, ceux-là même dont la conscience ne suffit pas à les faire se comporter de manière civilisée, le mythe de l'autorité n'a aucun effet. En d'autres termes, seuls ceux qui n'ont pas besoin d'être contrôlés, ce qui est vraiment le comble, c'est-à-dire ceux qui essayent déjà de mener une vie morale, se sentent obligés d'obéir aux contrôleurs. Les déviants, eux, ils s'en foutent complètement. Quant à ceux qui représentent une menace réelle pour la société pacifique, ils ne ressentent aucune obligation morale d'obéir à une quelconque autorité. D'une manière générale, tous les ordres émanant d'une autorité, y compris les ordres intrinsèquement justifiables, tels que ne pas voler et ne pas tuer, sont toujours soit inutiles lorsqu'ils s'adressent à de bonnes personnes, soit inefficaces lorsqu'ils s'adressent à de mauvaises personnes. Alors, ce dernier paragraphe est court, mais je vous encourage à le réécouter et à le réécouter. Il est difficile d'imaginer une situation dans laquelle un individu n'aurait aucun scrupule à commettre un vol, une agression ou un meurtre, mais se sentirait coupable de violer des lois qui interdisent de tels actes. Il convient de distinguer ici l'obligation morale de la peur des représailles. Un voleur qui ne ressent aucune obligation morale de s'abstenir de voler ne ressentira pas non plus d'obligation morale d'obéir aux lois contre le vol. Toutefois, s'il perçoit une menace pour sa propre sécurité, que ce soit de la part de la police ou de toute autre personne, il pourrait être dissuadé de voler quelqu'un.
Mais cet effet dissuasif provient entièrement de la menace de violence et non de la prétendue autorité qui sous-tend la menace. Cela signifie que l'autorité supposée n'est jamais ce qui empêche les crimes réels de se produire et qu'un système de dissuasion efficace ne nécessite pas d'autorité du tout. Ce point est abordé plus en détail dans les émissions qui vont suivre. Eh bien, une grande satisfaction d'avoir partagé avec vous l'ensemble de cette émission. Vous voyez, en version française, elle commence à la page 64. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le document dont je me suis servi ce soir, et elle va jusqu'à la page 71. Donc 71 moins 64, ça fait 8 pages, vous voyez, qui représentent une bonne heure de lecture si on laisse de côté les commentaires. En tout cas, un grand merci à vous qui avez été parmi nous ce soir. Alors, je vous partage ce qui nous attend la semaine prochaine, si toutefois vous poursuivez, ce que bien évidemment je vous encourage à faire. L'émission numéro 9 aura lieu mardi 8 août à 21h30 et on abordera la partie 3D, donc une nouvelle sous-partie qui consiste à évoquer les effets du mythe sur les spectateurs. Alors, là, on vient d'évoquer les cibles aujourd'hui, et la prochaine fois, ça va être les spectateurs. On va parler du péché de non-résistance. Nul doute qu'on va être fortement encore secoué par l'auteur. On va parler d'imaginer le mal légal comme un bien, ce qui est vraiment quelque chose d'absolument incohérent quand on prend le temps d'y réfléchir. On va parler de l'obligation de faire le mal. On va parler de 2 poids, 2 mesures en matière de violence. Et puis, on va parler du danger de l'inaction. Alors, j'espère que tout ça va nous secouer pour engager précisément l'action. Je vous rappelle cette citation d'Emerson qui dit « Agissez et vous aurez la puissance. Agissez et vous aurez la puissance. » Alors, il n'y a quasiment pas une journée où je ne la répète pas, quoi. C'est seule l'action permet effectivement de sortir de ce climat de violence imposé dans lequel nous vivons tous et qui pourrait nous conduire, si nous ne faisons rien, eh bien, à sentir une sorte de mal indicible qui consiste à faire le mal sans rien faire pour que ça change, quoi. L'émission numéro 10, donc celle de mercredi 9 août, eh bien, ça sera la partie 3E, les effets du mythe sur les avocats. Alors, la traduction, là, elle est parfois un petit peu incertaine, donc on verra si c'est le meilleur mot approprié. Est-ce que c'est les avocats qui défendent l'importance des lois et du mythe d'un gouvernement et d'une autorité? En tout cas, dans cette partie 3E, on va évoquer l'agression légalisée, les excuses pour l'agression, la charité par la violence, les avocats, donc ceux qui défendent l'intérêt de la brutalité, qui s'en font les avocats, les prestations obligatoires, et puis la semaine prochaine, 3e émission, jeudi 10 août, eh bien, on évoquera la violence à des fins de protection, en cas de doute, défendre la violence, comment le mythe détruit la vertu, la lâcheté des libéraux, la lâcheté des conservateurs, donc chacun va en prendre pour son grade, et puis la vraie tolérance. Alors j'espère que tout ça vous donne effectivement de la motivation pour que nous continuions ensemble, que nous formions une espèce d'équipe de résistants. Alors il ne s'agit pas de distribuer des bons points ou des mauvais points, mais en tout cas, puissions ensemble nous sentir dans ce réveil collectif dont nous avons tant besoin. Et puis, comme le cite à juste titre Christian, vive le droit naturel. Et donc, j'en profite, merci Christian de me le rappeler, pour vous rappeler l'importance de cette playlist qu'on a constituée sur notre chaîne YouTube sur les pas de Pierre et Léna, la playlist s'appelant, comme vous le voyez ici, Marc Passio, la loi naturelle. Alors évidemment, les émissions auxquelles qui constituent cette playlist sont sur une autre chaîne qui s'appelle Jeanne Traduction. Donc la playlist est sur notre chaîne, mais les émissions sont sur la chaîne Jeanne Traduction. Et vous voyez qu'elle se décline en 5 conférences, la loi naturelle 1, 2, 3, 4, 5, et que l'auteur c'est Marc Passio et la traductrice c'est Jeanne Traduction. Merci à elle pour tout ce qu'elle nous partage, qui est un bien très très précieux. Eh bien écoutez les amis, je vais vous laisser en compagnie du générique final, non sans vous souhaiter une merveilleuse et excellente soirée, et puis vous donner rendez-vous mardi prochain. À tout bientôt les amis, portez-vous bien et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de ces émissions.
Alors petit couac, mais on va arranger ça, ça fait pas tout à fait ce que je voulais. Donc je vais remettre, ce cet indicatif et à tout bientôt.